On en vient maintenant au sommet de l'OTAN que vous avez couvert cette semaine, Richard. On se rappelle, Emmanuel Macron avait jugé le 7 novembre l'OTAN en état de mort cérébrale. Vous êtes allé voir si c'était le cas, Richard. C'était, rappelez-vous, et le lien est fait avec notre sujet précédent, c'était un commentaire en réaction à l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Il avait été lancé par Ankara sans aucune concertation avec ses alliés, mais avec l'assentiment du président américain. Eh bien, cette semaine, au 70e sommet de l'OTAN près de Londres, Emmanuel Macron assume son diagnostic. Il ne regrette pas ses propos. Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. On les voit poindre. Comment bâtir une paix durable en Europe? Et donc, nous avons besoin de clarifier beaucoup de sujets, en particulier après la fin du traité FNI. Ça nous concerne tous. Qui est notre ennemi? Comment on agit ensemble contre le terrorisme international en particulier? Autant de sujets qui n'étaient pas suffisamment réglés. Tous les dirigeants ont été très clairs. Nous sommes tous unis, un pour tous et tous pour un. Nous avons terminé la réunion sous les applaudissements, démontrant d'une certaine manière l'unité de cette alliance. Malgré les différences, nous sommes unis autour de notre tâche principale, nous protéger et nous défendre les uns les autres. Bon, Richard, tout va bien à l'OTAN? Tout va bien pour la plupart des pays membres et on pourrait presque dire pour 28 des pays membres sur 29, le 29e étant la France. Parce qu'au fond, ce qu'on a vu, et c'était attendu, Emmanuel Macron est venu avec des demandes politico-stratégiques, ce qui est d'ailleurs tout à fait nouveau dans le cas de la France. Longtemps, la France a reproché à l'OTAN d'être trop présente sur le terrain politique. Mais là, Emmanuel Macron voulait que l'OTAN parle des nouvelles menaces, etc., ce qui s'est transformé en un article 7 dans le communiqué final, dont il fait grand cas, mais dont franchement, personne n'a grand-chose à faire. Par contre, pour les 28 autres pays membres, il dit que l'OTAN va engager une réflexion stratégique confiée à son secrétaire général, mais chose habituelle. Par contre, les 28 autres pays membres, qu'est-ce qui les intéressait? Et mettons peut-être de côté la Turquie. C'est de savoir si l'article 5, qui prévoit que l'Alliance interviendra en cas de menace directe, sera activé. C'est la seule chose qui les intéresse. Appelons ça une assurance vie. Eh bien, à partir du moment où Donald Trump... C'est la pierre angulaire de l'OTAN, et ça fait référence à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intervention turque dans le nord-est de la Syrie. Absolument. Alors, l'élément quand même tout à fait nouveau de ce sommet de Londres, c'est Donald Trump. Donald Trump, il y a un an à Bruxelles, laissait planer le doute sur l'OTAN, sur l'attitude des États-Unis au sein de l'OTAN, voire même sur ce fameux article 5. Donc Donald Trump tenait en quelque sorte en respect cette assurance vie. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donald Trump, il est plus otanesque que jamais. Il dit « je suis le patron, je suis là à partir du moment où vous payez ». Jusqu'à ce qu'il change d'avis et tant que les autres payent. Mais à partir du moment où vous payez, je suis à vos côtés, et à ce moment-là, Emmanuel Macron s'est retrouvé tout seul. Enfin, il y a quand même traité de délinquants tous ceux qui mettaient en dessous de 1% du PIB sur la table. Donc bon, ça reste du Donald Trump, on est d'accord, avec des menaces, ça reste aussi banal maintenant. Mais je peux vous dire que sur place, on sentait très nettement que les pays membres de l'OTAN avaient le sentiment qu'au moins cette assurance vie, ils peuvent compter dessus. Peut-être qu'ils se trompent, mais c'est quand même là-dessus que ça se joue. Alors, Donald Trump était évidemment très présent. Il est reparti un petit peu fâché, parce que je vous trouve bien sérieux dans votre analyse, parce que ce qu'on retient de sommet de l'OTAN, c'est une vidéo, et on va en parler avec vous de cet échange volé. Mathieu Goyer, merci d'être avec nous depuis Ottawa. Vous êtes correspondant parlementaire pour la télévision Radio-Canada. Soyez le bienvenu dans Kiosque. Avec vous, on va revenir donc sur cette vidéo. Elle a été tournée à Buckingham Palace. Justin Trudeau badine avec le Français Emmanuel Macron, avec le Britannique Boris Johnson, en présence du Néerlandais Mark Rutte et de la princesse Anne. Le contenu de la conversation, vous allez l'entendre, est assez inaudible, mais Justin Trudeau semble se moquer ouvertement de la tendance de Donald Trump à allonger ses conférences de presse au point de mettre en retard ses homologues. Pas très diplomatique tout ça, je vous vois sourire, Robert. Vous êtes à Ottawa, Mathieu. Est-ce que cette vidéo fait scandale au Canada? Scandale, le mot est peut-être fort, mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup réagir au Canada comme partout à travers le monde. Ici, à Ottawa, le chef de l'opposition officielle, le conservateur Andrew Scheer, a accusé le premier ministre d'avoir
trahi, abandonné des amis du Canada, en plus de l'accuser d'affaiblir la position canadienne sur la scène internationale. Je vous rappelle que cette vidéo a été captée par des caméras britanniques qui avaient toute l'autorisation nécessaire pour prendre ces images lors de la soirée. C'est un confrère de la télévision anglophone de Radio-Canada, Chris Rance, qui est allé à l'écoute, lui qui cherchait des images pour compléter un reportage. Il a remarqué que notre premier ministre gesticulait beaucoup, semblait s'animer. C'est là qu'il est allé écouter plus en détail les propos de M. Trudeau et qu'il a découvert donc le contenu de cette conversation devenue maintenant virale. Bien sûr, l'événement était officiel, les caméras, je le disais, étaient autorisées. C'était donc tout à fait d'intérêt public, selon CBC, selon Radio-Canada, de diffuser donc ces images devenues virales depuis. Bon, Mathieu, ce qui risque de se passer, c'est que ça risque de compliquer les relations entre le Canada et les États-Unis, qui sont déjà relativement compliquées. Oui, le président Trump a traité Justin Trudeau de visage à deux faces après la diffusion de cette vidéo, mais il n'a pas été aussi virulent, le président Trump, envers Justin Trudeau, si on compare à sa réaction après le G7 canadien en 2018 à Charlevoix, alors que Justin Trudeau avait, à toute fin pratique, rien à se reprocher à l'époque. Le premier ministre assure, après ce sommet de l'OTAN, qu'il a eu de très bonnes rencontres avec le président américain. M. Trudeau rejette l'idée que ce faux pas diplomatique puisse mettre en danger un accord important, toujours en négociation. C'est la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ça reste toujours à compléter. Alors, évidemment, rapidement, c'est revenu à l'avant-scène, mais M. Trudeau assure que cette vidéo ne nuira pas aux relations canado-américaines si importantes. Merci Mathieu pour ces précisions depuis Ottawa. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée. Cette vidéo, c'est le symbole d'un président américain isolé au milieu de ses alliés? Enfin, je pense que Justin Trudeau a dit tout ce que beaucoup de ses collègues pensent tout bas, et ça fait longtemps qu'ils le disent. À chaque réunion, lorsque je vais en Europe et qu'on me parle des réunions, que ce soit du G7 ou que ce soit de l'OTAN, il y a des histoires analogues. Cette fois-ci, ça a été capté par les caméras. Je ne pense pas que le président Trump veuille en faire trop, parce que ça ne fait que mettre l'accent sur son isolement et sur le ridicule dont il a pâti. Et le candidat, son rival principal pour la présidence, Joe Biden, a tout de suite concocté une vidéo qui elle-même a été virale, où il montre justement cet épisode et beaucoup d'autres épisodes où le président Trump est isolé, affaibli, moqué par ses collègues. Revenons sur le fond du sommet, Richard. Finalement, est-ce que c'était un sommet de tous les dangers? Ça fait justement par rapport à cette question que posait Emmanuel Macron, qui disait dans The Economist il y a 15 jours que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Est-ce que c'est vraiment le cas? L'Alliance ne va pas bien si on exige d'elle qu'elle réponde aux nouvelles formes de menaces et qu'elle protège de manière dynamique ses pays membres. Là, il y a un problème. Si en revanche, on la conçoit comme une sorte de ligne Maginot, et là on peut s'interroger parce qu'on connaît le destin de cette fameuse ligne, alors elle fonctionne. C'est l'alliance la plus puissante militaire au monde, et pour beaucoup de pays européens, ça suffit. Alors on peut engager le débat comme le souhaite Emmanuel Macron, mais ce qui a à nouveau été prouvé à Londres, ce n'est pas que les réflexions d'Emmanuel Macron ne sont pas pertinentes, elles le sont. C'est qu'il est arrivé seul et qu'il en est reparti seul. Donc pas une victoire pour Emmanuel Macron. Non, mais vous parlez de ligne Maginot, mais encore faut-il savoir une ligne Maginot contre qui? C'est-à-dire que cette alliance qui a été battue à un moment, qui a été construite à un moment contre l'Union soviétique, maintenant est obsolète. Et il a raison, Emmanuel Macron. Alors après, on lui a reproché justement de témoigner un peu comme un directeur de think tank, mais il a pris aussi le pli de cette nouvelle communication un peu populiste, initiée par Donald Trump ou par mais voilà, mais en même temps il a tout à fait raison. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait mettre en cause et de quoi il voulait parler? Il voulait parler du problème turc, c'est-à-dire du cheval de Troie à l'intérieur de la... Est-ce que sur le problème turc on a avancé? Oui, on a avancé quelque part, moi je trouve, parce que voilà, à un moment Erdogan voulait que tous que tous les membres de l'OTAN signent quelque chose pour mettre les YPG affiliés au PKK sur la liste des organisations terroristes, et finalement ils ont renoncé à ça. Mais on voit bien que là, c'est quand même un point stratégique, et que tous les alliés ne sont pas d'accord. Et que si on estime que maintenant, la grande menace, c'est le terrorisme, c'est le terrorisme islamique, pour ne pas le nommer, eh bien, alors il faut se redéfinir un peu toutes ces positions et toutes ces alliances. C'est pas, quand il parle de clarification du président de la République français, c'est de ça dont il s'agit. C'est d'un nombre de clarifications, c'est-à-dire face à la Russie, par rapport aussi à la Chine.
quel est l'avenir finalement de l'OTAN face à ces puissances-là? Et puis il y a des défis aussi qui vont arriver majeurs. Je sais pas, je pense à la 5G, aux nouvelles technologies, etc. Donc quel est le rôle de l'OTAN finalement pour les prochaines années? C'est un peu ça qu'il a voulu dire sans faire l'exégèse, mais et ces réponses-là ne sont pas apparues, si je ne me trompe pas, dans le... Mais parce que les autres pays alliés ne veulent pas se les poser. Beaucoup d'autres pays alliés ne veulent pas se les poser. Alors on peut toujours Donc répéter... c'est pas forcément une réussite. Non, on peut toujours... moi je pense pas du tout que ce sommet soit une réussite. Je pense que l'OTAN n'est pas en bon état. Le fait est en revanche qu'une majorité de pays alliés au sein de cette organisation ne souhaitent pas aujourd'hui s'engager dans un débat trop profond et trop compliqué à la Emmanuel Macron. C'est une réalité, on peut la déplorer, mais quand vous avez une alliance de 29 pays membres... une OTAN dans cet état-là alors? Mais surtout, précisément pour être une force d'endiguement, c'est comme ça que beaucoup de pays européens la voient et la souhaitent. Et là, l'un des grands échecs de ce sommet, Emmanuel Macron n'avait pas qu'un agenda turc. Il avait l'autre agenda qui était le pilier européen autonome au sein de l'OTAN. Personne ne lui a répondu. Zéro. Oui, mais malgré tout, finalement, c'est Donald Trump qui a mis cet agenda depuis son élection. Et il dit qu'il faut que les pays membres participent de manière abonde plus financièrement. Donc la question va se poser. Et donc peut-être que les pays ne veulent pas se la poser, mais elle est de fait sur la table. Le président Trump a dit que l'OTAN était obsolète. C'est évidemment paradoxal qu'aujourd'hui il s'en prenne au président Macron. Moi, ce que j'entends lorsque je voyage en Europe, beaucoup de gens disent qui ne sont pas nécessairement en désaccord avec ce que dit le président Macron. Ils disent qu'il lui fallu qu'un pays autre que la France le dise. Oui. Parce que la France, vu son rôle particulier, vu le personnage du président Macron, que beaucoup admirent, mais que beaucoup également redoutent ou jalousent. Mais je pense que c'est de véritables questions. Il y a deux niveaux de questions. Il y a le questionnement du rôle de l'OTAN avec la fin de la guerre froide. On peut se poser la question également du rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est né après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'institutions qui aujourd'hui sont anachroniques et il faudrait les réformer. L'autre question, c'est plutôt, je pense, il y a la question turque, il y a la question du président Trump et de sa façon de concevoir l'OTAN comme un marché transactionnel, comme il le fait à propos de tout. Et le propre du président Trump, c'est qu'on comprend rarement ce qu'il dit, mais on sait toujours ce qu'il veut dire. Et dans ce cas-là, lorsqu'il parle de l'OTAN, ce qu'il veut dire, c'est que si on paye, d'accord, je veux bien, mais sinon, je n'ai pas un intérêt particulier pour un pays de l'OTAN par rapport à un autre pays. Et ça, c'est quand même... Si le président Trump est réélu dans un an, alors cette question-là va se poser de façon beaucoup plus aiguë. Donald Trump dit aussi on pourrait quitter l'OTAN. Les États-Unis pourraient quitter l'OTAN. C'est une possibilité? Il y a beaucoup d'experts qui le pensent. Moi, je ne le pense pas, mais je me suis trompé à propos du président Trump maintes fois, donc je ne sais pas. Mais et son adhésion à l'article 5, il l'a dit lui-même, si demain un pays mineur était attaqué, est-ce que vraiment vous pensez que les États-Unis interviendraient? Et franchement, après ce qu'on a vu avec les Kurdes, on a beaucoup de raisons d'en douter. Richard? Oui, mais je le répète encore une fois, la géopolitique, vous le savez bien, c'est avant tout l'examen des faits. Et aujourd'hui en Europe, vous avez une majorité de pays membres de l'OTAN qui continuent de croire que sur le marché des assurances militaires, celle-ci est la meilleure. Et donc ils la prennent et ils acceptent qu'on augmente la prime. Et la prime, c'est Washington qui l'augmente parce qu'en fait, c'est une double prime. Payez davantage et achetez-nous du matériel américain. Pour l'instant, ces pays l'acceptent. Et la Turquie achète Russell. La Russie. Et la Turquie achète russe. La Turquie s'est mis pratiquement au banc. C'est l'enfant terrible de l'OTAN, la Turquie. Hein. Oui, si on peut dire que c'est un enfant de l'OTAN. Mais, oui. Mais donc, la Turquie achète aux Russes. Les Russes, ils n'y sont pas dans l'OTAN. Est-ce qu'il faudrait, comme la question s'est posée pour le G7, les réintégrer, redevenir un G8, etc. C'est ça la vraie question. C'est la question qui était posée aussi. Intégrer les Russes dans l'OTAN. C'était la question qui était posée aussi par Emmanuel Macron. Quel rôle on donne à la Russie aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les intégrer ou pas? C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'on les laisse tout seuls dans leur coin en train de gérer une partie d'un certain monde? Et est-ce qu'on laisse la Chine aussi dans son coin gérer avec les Russes? Donc ça, c'est la vraie question. Emmanuel Macron aimerait bien intégrer la Russie et sortir les Turcs. C'est possible. Mais la difficulté, encore une fois, qui ne nuit pas à son raisonnement. Le raisonnement est bon, mais quand vous le faites entrer dans des considérations pratiques, vous vous heurtez à un certain nombre de réalités. Emmanuel Macron voudrait un pilier européen autonome, voudrait reprendre un dialogue avec la Russie, voudrait en quelque sorte faire une politique d'endiguement vis-à-vis de la Turquie. Tout ça, ça peut être justifié, mais ça n'entre pas dans cette équation qui s'appelle l'OTAN et qui aujourd'hui a un patron irascible et qui change d'avis régulièrement, qui s'appelle M. Trump.
Est-ce que l'Europe a une carte à jouer ou comme souvent dans les analyses qu'on peut faire, elle est un peu à côté de la plaque? Non, des unions, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord. Certains pays baltes ne sont pas d'accord avec la position des pays plus à Il y a l'ouest. une vraie différence Voilà, entre l'Europe, il y a une vraie l'Est de différence. l'Europe et l'Ouest de l'Europe. Exactement. En Allemagne, je ne pense pas qu'on ait exactement les mêmes positions. En tout cas, Mme Merkel a bien dit qu'elle était opposée à ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN. Ça veut dire qu'on ne partage pas forcément le bon diagnostic entre les deux pays majeurs de l'Union européenne. Et quand vous avez un certain nombre de désunions et de désaccords politiques, vous ne pouvez pas être d'accord face aux États-Unis, ni être d'accord face à la Russie. Je laisse le mot de la fin rapidement. Non, là je me tourne vers Robert. C'est-à-dire quand vous avez, on avait des discussions informelles au sommet de l'OTAN avec différents diplomates. Et un diplomate balte m'a clairement dit, vous savez, certes, les États-Unis, Donald Trump, en ce moment, on a des raisons d'en douter, mais à choisir, je préfère être protégé par les États-Unis que protégé par la France.